Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. That's when I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le podcast le plus attendu de l'année. J'ai nommé notre épisode spécial Noël. Alors qu'est-ce qu'on vous a mis sous le sapin dans cet épisode ? On va démarrer par un retour sur ce qui nous a le plus marqué cette année et dans le monde du développement de manière générale. Un petit flashback sur ce qu'on avait dit l'année précédente et puis aussi nos convictions sur ce qui va se passer les prochains mois. On finira aussi par un concours d'anecdotes et de fails sur ce qui nous est arrivé cette année. Et puis bien sûr, pour terminer, on va donner nos idées cadeaux pour vos proches, geeks ou moins geeks, et pour tous les retardataires que nous sommes. Au micro aujourd'hui, on retrouve les lutins du développement. On a Arthur comme d'habitude. Salut. On a Thomas. Salut. On a Antoine. Salut. On a Alexandre qui nous fait sa première aujourd'hui. Et salut. On a Jonathan. Hello. Et on a notre fidèle Philippe qui est à distance aujourd'hui. Hello. On espère que ça va bien le faire et qu'au niveau son, ça va bien capter. Et puis voilà, que la technologie soit avec nous. On démarre donc avec une rétrospective tech de 2021. Donc cette année, déjà, on va parler JavaScript. On a fêté les 25 ans du langage cette année, ce qui est pas rien. Arthur, tu es là pour nous en parler aujourd'hui. L'année dernière, on avait parlé pas mal des frameworks, donc les trois plus connus, Angular, React et Vue, et qui étaient déjà bien installés sur le marché. En tout cas, on avait misé sur le fait que ça reste le cas cette année. Qu'est-ce que tu as à nous dire cette année sur JavaScript ? Qu'est-ce qui a changé ? Bah écoute, pas grand-chose concrètement, les frameworks se stabilisent, il n'y a plus trop de vraiment grosses mises à jour qui changent tout. On a vu qu'il a sorti sa version 3 en début d'année, mais du coup on n'en avait sûrement pas parlé l'année dernière, qui a fait pas mal de changements, notamment au niveau de tout ce qui est state et contexte, qui a fait un gros changement, mine de rien. Il a fallu pas mal changer les applications qui étaient en Vue 2 avant. Après Angular, qui nous continue de sortir des versions tous les 2 mois qui servent à rien, si j'ose dire. Et React, Le classique. Voilà, c'est ça. Depuis la 2, depuis la 6, on va dire que c'est assez stable. Et React, qui est toujours sur sa version 17 depuis maintenant 2 ans, je pense, et qui n'ont rien de prévu pour l'instant on va dire, de game changing. Donc ça se stabilise, je pense que c'est toujours ce qui est le plus utilisé pour le web, et je vois pas de gros... Il n'y a pas de gros changements non, ou je vois pas de et tout l'année gros prochaine. frameworks qui arrivent. Je pense que tout le monde a son framework maintenant. Toutes les boîtes ont leurs applications, que ce soit en React, en Vue ou en Angular, et je vois pas de place en fait pour un nouveau framework, et je vois pas non plus d'intérêt d'en avoir un nouveau. Donc on va rester comme ça, je pense, un petit moment. À voir si... En fait, le truc, c'est que dès qu'il y en a un qui sort une nouvelle... on va dire innovation, les deux autres vont suivre derrière. Donc à moins qu'il y en ait un qui trouve vraiment quelque chose de révolutionnaire, ça va pas bouger, je pense, avoir un petit moment. Ça marche. Côté mise à jour et nouvelles sorties, cette année, on a eu Java 17 qui est arrivé. On en a parlé d'ailleurs dans un de nos billets d'humeur pour ceux qui nous suivent aussi sur LinkedIn. Philippe, je crois savoir que toi, en tant que grand fan de Java, tu as bien évidemment testé Java 17. Qu'est-ce que t'en penses ? T'as un retour ? Alors, Java 17, c'est une étape importante puisque c'est une LTS. D'accord, donc c'est une version tous les 3 ans qui est LTS. Un LTS, ça veut dire Long Time Support. C'est grosso modo les versions que les développeurs vont vraiment utiliser. D'accord, les versions intermédiaires, elles n'ont pas de support de sécurité, de correctif de bugs, donc on les utilise pour s'amuser, mais on les teste pas vraiment. Par contre, les LTS, c'est celles qu'on met vraiment en production. Le marché de Java fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup encore d'applications qui sont sur l'ancienne LTS qui était Java 11 et même encore certaines qui étaient sur Java 8. Donc, même si Java 17 est sorti en septembre, il va falloir quand même un petit moment avant que ça se déploie réellement dans les entreprises et qu'on soit capable de le mettre en production complètement. Pourquoi c'est assez lent ? Parce que Java se met à jour, le JDK se met à jour, et après, il faut aussi que les frameworks que vous utilisez et les librairies se mettent à jour. Et en fin des fins, il faut aussi que les hébergeurs soient capables de le supporter. Si je prends par exemple l'exemple d'Azure, aujourd'hui, dans les app services qui sont la manière d'héberger directement des jars, on n'est pas encore dans le support Java 17. Donc, ça veut dire que même pour aller en production, c'est pas forcément si évident que ça pour les entreprises de migrer leurs applications. Donc, c'est la grosse mise à jour et c'est la mise à jour attendue et importante de Java de ces 3 dernières années. Alors, on pourra peut-être parler d'un côté un peu déceptif parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de fonctionnalités
hyper intéressantes sur cette version-là. Ils ont reporté beaucoup des fonctionnalités vers les versions postérieures, Java 18, Java 19 et ainsi de suite. Mais néanmoins, c'est une version qui, comme toutes les LTS, va fonctionner et va devoir fonctionner pendant, on va dire une dizaine d'années. Donc nous, on s'est pas précipité dessus. On a fait quelques tests sur quelques applications, mais de toute façon, comme les hébergeurs et toutes les librairies qu'on utilise sont pas encore pleinement compatibles, on n'a pas de retour d'expérience encore très très fort dessus, mais ça va être l'enjeu de 2022, si je dis pas de bêtises, de déployer ça sur nos applications et de les faire passer tous en production. C'est quoi pour toi, Philippe, la fonctionnalité la plus attendue que toi t'attends du futur de Java, s'il y en a une? Alors c'est une bonne question. Moi, en tant que vieux développeur, j'attends plus rien. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont énormément travaillé depuis Java 8 sur l'optimisation et la capacité de la JVM à démarrer rapidement. C'était vraiment un des enjeux de tout ce qui tourne autour de Java, c'était d'être capable d'être cloud native et d'être capable de démarrer dans des contextes type des lambda et ce genre de choses. Au niveau du langage et au niveau du JDK et de tout ce qui tourne de ça, ils ont fait le boulot. Maintenant, c'est plutôt du côté des frameworks que ça se passe, le travail d'aller amener vraiment une réactivité au démarrage des applications. Et c'est plus vraiment dans Java. Il y avait même des discussions là sur les forums des développeurs Java de se poser la question est-ce que c'était encore pertinent d'aller optimiser le démarrage de Java étant donné qu'il démarrait en quelques millisecondes. Donc il y a beaucoup de discussions sur la communauté là-dessus. Il y a un gros travail qui a été fait. Et dans les futures années, j'attends moins d'évolution de Java que des frameworks qui vont apporter des nouvelles fonctionnalités. En parlant de framework, du coup, Philippe, on a beaucoup parlé du framework Spring Boot et sur c'est un framework avec lequel on développe beaucoup ici. Aujourd'hui, est-ce que Spring Boot est vraiment prêt pour Java 17 ou est-ce qu'il y a des évolutions majeures qui ont été faites ou qui sont à suivre? Alors, Spring Boot, pour rappel, c'est le framework Java archi-dominant dans le domaine, tout ce qui tourne autour de Spring, donc dans le domaine du Java, qui a écrasé un peu tout ce qui se faisait dans la concurrence, tout ce qui était J2E et compagnie. Ils sont prêts pour Java 17, mais le problème c'est pas tellement le framework parce que le framework c'est une petite partie, c'est tout ce qui tourne autour du framework, toutes les librairies, et là on n'est pas encore vraiment au support à 100% facilement mettable en prod. Néanmoins, sur cette dernière année, comme je l'ai dit, l'objectif c'est vraiment d'être capable d'avoir des frameworks qui démarrent en instant sur la partie performance pour vraiment tout ce qui est serverless, et ils commencent à avoir l'émergence de nouveaux frameworks. Donc type Quarkus, donc on aura l'occasion de les recevoir sur ce podcast dans quelques temps, qui sont des frameworks qui ont pour vocation d'être vraiment hyper légers, hyper rapides dans le contexte de développement pur d'API. C'est vraiment l'enjeu de ces prochaines années, et c'est vraiment vers ça que va Java. Donc moi, je suis assez excité qu'il y ait un petit peu de concurrence qui vient de se mettre sur les frameworks Java, parce que ça faisait quelques années que ça ronronnait gentiment. Un peu de nouveauté, ça fera pas de mal. De toute façon, c'est la concurrence qui fait l'innovation. De redévelopper des projets dans une nouvelle techno. Un autre. Et je finirai juste sur Java pour citer un projet qui s'appelle GraalVM. Alors je me souviens plus, on avait déjà parlé. Si, t'en as déjà parlé. Autour d'avoir des JVM un peu universels et être capable de déployer n'importe quel code. Et tout ce qui va tourner autour de la compilation Java, vraiment de compiler des applications Java type pour en faire des binaires et pour vraiment gagner en temps de démarrage. C'est vraiment quelque chose qui va prendre de l'ampleur sur ces prochaines années. Aujourd'hui, c'est encore embryonnaire et ça fonctionne pas. C'est pas production ready, mais ça va vraiment, à mon avis, on peut en reparler. Je peux prendre date sur l'année prochaine que tout ce qui tourne autour de ça va commencer à prendre de l'ampleur. C'est noté. On se re-challenge là-dessus l'année prochaine. Attention, on note. Attention, le dernier qui a dit ça, il s'est planté, quoi. C'est trop tôt pour tailler Flutter ou pas? Ça arrive. Un peu de patience. Dans les autres lancements qui ont été réalisés cette année, on a la nouvelle version de PHP là, qui vient d'arriver, PHP 8.1. Qu'est-ce qu'on en pense du coup chez Axo, Jonathan? Déjà, on passe de Java à PHP. On a peut-être dû faire l'inverse. Avant PHP 8.1, on a surtout PHP 8, du coup, qui est sorti en novembre 2020. Il me semble pas qu'on en avait parlé au podcast, ou pas trop du moins au podcast de Symfony. Mais déjà, PHP 8 comparé à PHP 7, il apporte une fonctionnalité phare comparé à PHP 7, c'est la compilation just-in-time, donc JIT.
En anglais. en anglais. Ah, c'est fort, hein. Bilingue ici, hein. Parce que de base, du coup, PHP, c'est un langage qui est compilé à la volée, donc, comme tout le monde le sait ici, et c'est pour ça qu'on l'adore d'ailleurs. Et donc, forcément, il est beaucoup plus lent qu'un Java qui est compilé. Et ce qu'apporte JIT, c'est une amélioration de OP Cache qui est dispo depuis PHP 5.5, du coup, qui permet de mettre en cache du coup, le code. Et une fois le script exécuté, il est mis en cache pour que ça soit beaucoup plus rapide. Et JIT permet de compiler juste des parties du code pendant l'exécution. Et donc apporte une meilleure performance de cache. Mais cette meilleure performance n'est pas encore perceptible sur les CMS type WordPress. Donc ça améliore légèrement, mais là où on voit surtout les améliorations, c'est sur les applications PHP brutes typiques, on va dire. Donc PHP voilà. s'améliore. PHP s'améliore. Mais est-ce qu'il y a encore des applications brutes typiques qui sont faites en PHP? Symfony, c'est les applications Symfony. Ah d'accord, donc c'est pour... Ok, moi je pensais que tu parlais vraiment de l'application type web. Pour moi, Symfony, c'est plus une API. Ah oui, non, pardon. Ouais, non, je disais l'application développée style Symfony. D'accord, ok. Et donc après, PHP 8.1 derrière, il apporte des corrections mineures, des deprecations par rapport à PHP 7 et 8. Et j'avais noté 2-3 trucs qui sont apparus en PHP 8. Donc par exemple, on a le type de retour never qui est apparu. Donc une méthode qui retourne jamais rien. pratique. Voilà. On avait la propriété read-only qui permet de se passer des getters, du coup, donc qui permet de mettre un attribut en public et qui sera juste en read-only. Et enfin, la définition des constantes en final pour faire des héritages. Des héritages. Et définir les constantes de classe, l'attribut final, du coup, qui permet de faire de l'héritage de classe comme il faut, un peu comme Java, quoi. Voilà. C'est bien, ils ont quoi 5-6 ans de retard. Non, mais ça arrive tranquillement. Et en plus de PHP, du coup, on a eu la release de Symfony 6 qui a été annoncée du coup en mars 2022, qui est sortie. D'ailleurs, Symfony 6.1 va sortir j'ai une bêtise. Symfony 6 est sorti en mars 2021, pardon, et c'est Symfony 6.1 qui va sortir en mars 2022. Donc il est sorti un peu dans la même foulée que PHP 8 derrière. Et c'est quoi? C'est juste pour se mettre à jour par rapport à PHP 8? Il se met à jour par rapport à PHP 8 et il apporte des fonctionnalités nouvelles par rapport à Symfony 5 derrière. Ok, Voilà. donc tout se suit et tout évolue. Côté Microsoft, c'est pareil, il y a de la nouveauté, on a .NET 6 qui est sorti et Visual Studio 2022. Alors les fans de Microsoft ici autour de la table, ça donne quoi? 2 gigas de mémoire en moins. Du coup, sur Visual Studio 2022, qu'est-ce qu'on peut dire? Petite nouveauté qui peut être intéressante, c'est que du coup ça a été compilé ça a été buildé en 64 bits, pardon, et que du coup on peut dépasser, en fait quand l'application peut utiliser plus de 2 gigas de RAM, ce qui n'était pas possible avant. Donc maintenant on peut aller bien plus haut et ça peut être intéressant pour des applications un peu plus gourmandes. Et côté .NET 6, il y a eu des nouveautés, ça a changé pas mal de choses ou pas? Il y avait surtout des perfs de ce que j'ai vu. J'ai commencé à le tester hier vite fait. Surtout des perfs pour améliorer du coup la rapidité du langage et pour avoir plus rapidement nos données, quoi. Mais après, pour revenir sur l'IDE, c'est surtout j'ai l'impression que toutes les fonctionnalités qu'ils ont sorties, c'est pour améliorer du coup la productivité des développeurs. Donc tout ce qui est rechange dans les fichiers, tout ça, c'est accéléré. Et du coup, ils ont rajouté aussi du hot reload sur des appels synchrones. Donc dès qu'on commence à toucher à des appels à la BDD qui sont asynchrones, faut relancer les serveurs comme avant. Mais sinon, tout ce qui est traitement métier, on peut tous les modifier à la main et notre serveur il sera redémarré tout seul. Bien pratique. Ouais, du coup, Très, ils très ont mis pratique. plutôt enclin côté perf plutôt perf. pour les versions. Ok, et en parlant de Microsoft, du coup, on va parler un petit peu Azure et Cloud de manière un peu plus générale. L'année dernière, on soulevait pas mal que Microsoft était vraiment revenu en force, que ce soit avec les dernières versions de .NET ou avec tout ce qui était Azure et qui rattrapait l'avance d'AWS, voire le dépasser. Est-ce que la tendance Microsoft, elle s'est confirmée sur cette année, et est-ce qu'Azure finalement a pris le pas sur AWS? Philippe, tu as un avis là-dessus? Alors c'est toujours difficile d'avoir un avis général, j'ai envie de dire, sur
tout le marché. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'auprès de nos clients, Azure a clairement mangé l'intégralité du marché. C'est-à-dire que tous les clients qui étaient historiquement sur AWS, bien sûr, sont restés sur AWS parce que c'est très compliqué. Par contre, ceux qui ont été forcés à partir dans le cloud dans cette période un peu Covid, eux se sont plus tournés en majorité sur des solutions type Azure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le grand perdant, en tout cas celui qui n'a pas vraiment décollé, ou en tout cas on n'a pas vu le décollage, en tout cas sous nos latitudes, c'est tout ce qui tourne autour de Google. Donc leur solution GCP n'a pas vécu cet essor qu'ont vécu Azure et AWS. Est-ce que Philippe, tu penses que Microsoft et Azure a une meilleure réputation auprès des clients parce qu'il n'a pas ce côté un peu géant et entre guillemets capitaliste que Amazon a, où Amazon est en train de détruire, enfin de prendre tout le marché de absolument tout ce qui existe, entre que ce soit la vente en ligne, le streaming, enfin tout, ils essayent de vraiment tout prendre. Est-ce que tu penses que Azure a pas un côté un peu plus gentil par rapport à AWS qui fait que... Ouais, et en fait, Microsoft, historiquement, ils ont toujours été très entreprises et pas du tout particuliers. Et ils ont une meilleure image. Ils font moins peur, en tout cas, ils sont perçus par les entreprises, en tout cas nos clients, comme étant pas des cannibales type, comme tu dis, sur Amazon, qui sont plus une image un peu méchante, si je puis dire. Et tant qu'à Google est détesté. Il y a une vraie détestation de Google dans les entreprises pour plein de raisons historiques. Il y a aussi le fait que Google a abandonné beaucoup de produits dans le passé. Ils ont une image très très américaine, là où Microsoft assez bizarrement, mais aussi par culture, a réussi un peu à gommer et à lisser tout ça. Et puis Microsoft, ils sont aussi pas mal déjà intégrés dans les entreprises avec les suites Office ou ce genre de choses, et du coup les gens, beaucoup plus de personnes qui connaissent déjà l'entreprise, plus que Amazon qui vient pas forcément du monde de l'informatique pour beaucoup de gens, sachant qu'AWS est arrivé après la plateforme, le marketplace d'Amazon. Et puis, moi je suis assez d'accord avec vous. Quasiment un Windows, tout le monde a Word, tout le monde a Excel. Donc c'est vrai que quand on te dit Microsoft, pardon, tu penses informatique. Quand on te dit Amazon, tu penses faire tes achats de Noël. C'est vrai qu'Amazon, ils ont pas ils ont de moins en moins en plus une bonne image pour le coup. Oui, et puis pour les gens qui sont pas dans la tech, c'est vrai que Microsoft, c'est genre tout le monde connaît leur système d'exploitation et tout, donc je pense que oui, ils ont une meilleure image. Et je sais pas, ça fait moins peur aux entreprises de partir sur Azure que sur AWS. C'est vrai que chez nous, on parle beaucoup plus d'Azure que d'AWS chez nos clients. On verra si ça se confirme du coup sur l'année prochaine. Tu parlais donc Philippe d'un grand perdant qui est Google, GCP sur la partie cloud. On va parler d'un autre grand perdant, je pense, c'est Flutter. Non. On en a déjà parlé au dernier podcast sur les applications cross-platform et mobiles. Donc on va pas revenir, j'imagine, trop longtemps dessus, mais sur le marché du cross-platform, Flutter s'impose. Voilà. Après, est-ce que le marché du cross-platform s'impose ? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, par rapport à React Native, qui était le grand gagnant, le seul qui était utilisé vraiment, il a pris son côté. Ils sont à 50-50. Ils ont chacun plus ou moins la moitié des parts de marché, si on peut appeler ça part de marché, mais des applications créées cross-platform sont moitié Flutter, en tout cas d'après les chiffres. C'est un peu dur de quantifier ce genre de stats, mais en tout cas par rapport à toutes les questions sur Stack Overflow et les projets GitHub, c'est comme ça qu'on quantifie la popularité d'un projet. Ils sont à moitié. Après, oui, le cross-platform, c'est pas non plus les technologies qui font le plus rêver et dont on entend plus parler, mais pour moi, Flutter a gagné son pari qui était de prendre de la place sur le cross-platform et ça marche. Et il continue d'évoluer. Ce n'est pas un projet que Google a abandonné pour une fois. Pas encore. À suivre. On verra si on peut encore en discuter l'année prochaine. Un petit sujet. Exactement. Tous les ans, de toute façon, ça fait 3 ans, on ne parle que de ça. Donc. Ouais. C'est une propagande. Maintenant, vous pensez cross-platform, vous pensez Flutter. Dans 3 ans, c'est dans les sujets principaux comme Java ou... Exactement. Ça se trouve, ça va être notre techno principale après. On le sait juste pas encore. Bon, on verra en tout cas si on lui dit adieu ou pas prochainement. En parlant d'adieu, par contre, il y a quelqu'un à qui on va dire adieu, c'est Internet Explorer. Ça y est, enfin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous fait plaisir un peu autour de la table ? Oui.
En réalité, ça fait longtemps que beaucoup de gens ne l'utilisent plus. Oh, Ouais, mais il suffisait que... Non, mais je veux dire, beaucoup de gens, Google Chrome a pris quand même une grosse part. En tant que développeur, nous, on a plus tendance à Oui. utiliser Google Chrome, mais Oui. la personne lambda, entre guillemets, qui travaille dans son entreprise, Mm. qui n'est pas du monde de l'informatique, elle aura tendance à utiliser le navigateur par défaut qui a été longtemps Internet Explorer, et du coup, Oui, c'est ça. Oui. les développements étaient souvent... devaient souvent être compatibles avec Internet Explorer, quand Ouais. bien même, nous, on le voyait pas, parce que... Après, sur qu'on Windows 10, l'utilisait déjà, pas. Internet Explorer était bien planqué, donc pour le trouver... Oui. Mais après, le truc, Faut c'est que aller est-ce que toutes les entreprises sont sur Windows 10? Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup, en tout cas, moi, je pense notamment aux études, on était encore sur Windows Vista, alors que bon, même à mon époque, il y avait quand même déjà Windows 10. Donc je me dis, est-ce que les entreprises vont passer sur Windows 10 et 11? Parce que pour moi, Internet Explorer va pas être enlevé de Windows 7, parce que je suis pas sûr qu'il y ait des mises à jour encore sur Non. Windows 7. Non, Donc je crois que les c'est gens qui ont fini. encore Windows 7 utiliseront encore Internet Explorer, même s'il y aura peut-être un message qui dira arrêtez, il sera encore possible de l'utiliser. Donc est-ce que vraiment ça va nous changer la vie? Je sais pas. Après maintenant on a quand même pas mal d'outils qui permettent d'avoir un petit peu, enfin d'essayer d'avoir toutes les dernières nouveautés qu'on a sur Internet Explorer. Je parle notamment au polymorphe, il y en a beaucoup. Après, oui, on est content, mais pour moi, ça va pas changer grand-chose. Ça Non, va non, pas c'est ça. révolutionner. Après, les gros frameworks sur le marché, type Angular ou même Vue, il me semble, commencent ou c'est déjà fait, à enlever la compatibilité Internet Explorer. D'accord. Et du coup, le fait que aujourd'hui il y a React, Vue et Angular qui dominent le marché des Oui. développements web, va faire que inévitablement, si on voudra faire une application, il faudra abandonner Internet Explorer. Donc, Ouais. Mais bon, après, c'est pas à nous de choisir, c'est aux utilisateurs. oui, Oui, en fait, ça Si va on a être. encore ça- 20% de personnes qui utilisent Internet Explorer. En fait, il va y avoir toute la partie, comme on dit, les gens qui sont pas dans la tech et qui utilisent chez eux. Ou même qui ont un vieux PC depuis, Ouais, c'est ça. depuis 5 ans. S'ils passent pas sur Windows 10 ou Windows 11, je sais pas comment ils vont. S'ils connaissent pas Google Chrome ou Mozilla, je Ouais. sais pas comment ils vont transitionner, mais à voir. En tout cas, fini les phrases. Ça marche sur l'Explorer? C'est ça. C'est essentiel. Il n'y aura Après, plus de problème. J'espère que la prochaine étape, ça sera Outlook après, parce que... Mais le plus gros problème qu'on va avoir, c'est qu'on pourra plus tester sur Internet Explorer, nous, parce qu'il Oui. n'existera plus, on Oui. pourra plus le télécharger. Oui. Donc ça risque d'être un problème pour nous. Si jamais on a besoin, on a un client qui nous dit on veut une compatibilité Explorer, on pourra leur dire vous avez un PC sous Windows 7 à nous côté. Ouais, ça va être ça. Hein. parce qu'aujourd'hui sur Windows 10, si on va sur Internet Explorer, il redirige sur Il redirige sur Edge. automatiquement. Donc oui, je sais pas trop. On verra. On verra. Après, est-ce qu'ils vont pas forcer un petit peu, même que ce soit côté particulier, etc., à faire peut-être des campagnes, etc., pour pousser. Après, je pense que les gens, techniquement, ils peuvent juste lancer une mise à jour sur Windows 7. Ils doivent encore avoir tout ce système d'updates. Donc, ils peuvent juste envoyer une petite mise à jour Windows 7 qui tue Internet Explorer Oui. et puis basta, quoi. Ouais. En sachant que Microsoft Edge, la nouvelle version sous Chromium, elle est compatible Windows 7? J'en ai absolument. Google Chrome est compatible, donc on peut supposer Ouais. que la base est Parce compatible. que pour le coup, ce navigateur, la Microsoft Edge sous Chromium, enfin, il est quasiment équivalent Ah, c'est un Ah oui, Chrome, bon, hein. C'est de toute vraiment façon, la même c'est le interface, c'est même, Chrome. oui, oui. Ouais. Donc pour une fois, ils ont fait un super navigateur. Pour finir sur les actus de l'année, on va revenir sur un moment qui nous a tous marqués. Le Covid. Non, ça c'était l'année Ah, d'avant. pardon. et ça nous marque encore. Ça nous marque encore. Il fait mal celui-là. Non, il y a eu quand même une petite panique à un moment donné. Je sais pas si vous vous souvenez de la panne d'OVH. Ah bah. Une des pannes d'OVH. Une des pannes. Laquelle? L'incendie ou L'incendie ou l'autre? Le copier-coller. qui a quand même fait un petit vent de panique quand on s'est réveillé le matin et tu dis bon bah voilà, ça fonctionne plus. Vous avez quoi comme conviction par rapport à ça? Vous pensez qu'il y a pas mal de gens qui ont possiblement, notamment je pense aux petits sites, etc., qui sont partis de VH, ou est-ce que tous ces petits sites vont partir vers d'autres hébergeurs possiblement français ou vers le cloud? Qu'est-ce que Moi, ce que je la suite? constate, en dehors d'AxOpen, je veux dire, c'est que OVH garde quand même une bonne image auprès des gens. Et que, quand bien même ils ont souvent des pannes, et le cas de l'incendie qui a quand même détruit pas mal de sites pour beaucoup de gens, leur entrée en bourse est plutôt bien passée. Et donc les gens continuent à leur faire confiance. Et donc je pense pas que les gens partent en masse d'OVH pour partir chez la concurrence. Au-delà du fait que ça peut être compliqué de partir d'un coup, mais je pense que les gens vont quand même continuer Thomas à rester. Oui. Moi, je vais te clasher, mais Ah oui, il y a pas de problème. T'es là pour ça. Hein. je pense qu'aujourd'hui, OVH a un positionnement bas de gamme. C'est-à-dire que, grosso modo, ils ont des millions de sites qui sont des
alors évidemment, il y a des gros sites dessus, hein, mais ils ont un positionnement tarifaire qui fait que, bah oui, il n'y a pas moins cher sur le marché pour avoir un truc de qualité. OVH, ils sont quand même très très bons. Par contre, pour toutes les entreprises qui ont des projets dans lesquels c'est leur cœur de métier et du coup, ça doit être hébergé, ça doit marcher 100% du temps, on a quand même une sacrée hémorragie. En tout cas, rien qu'en interne, on a 3 ou 4 clients qui partent d'OVH pour aller vers Azure ou AWS. Donc, autant il y a un marché pour l'hébergement pas trop cher, autant pour les solutions qui nécessitent une haute disponibilité et de la fiabilité, leur image est quand même sacrément écornée. Hein. Je pense que c'est un problème de haute disponibilité. Le petit artisan qui a son site qui est hébergé sur WordPress et sur OVH, que son site il soit down 3 heures, il s'en fout un peu si c'est genre la nuit ou quoi. Mais le mec qui a tout son SI sur OVH et que tout saute pendant 3 heures et que plus personne peut travailler dans sa boîte, c'est pas le même enjeu. Alors moi je vais défendre un peu Thomas. C'est vrai que nous à Axopen on a fait pas mal le choix de pousser nos clients à aller vers Azure ou vers AWS en termes de cloud. Après maintenant c'est vrai que ils ont montré des résultats en hausse depuis qu'ils sont arrivés en bourse. Et on est en train de voir que certaines boîtes, notamment il y a Thales, il y a EDF Renouvelable qui misent sur OVH Cloud. Et l'État français, qui a aussi envie d'avoir une certaine souveraineté numérique, est en train de pousser OVH Cloud à évoluer et à se... Mais ils misent dans le sens où ils migrent sur OVH Cloud ou par exemple, ils misent en bourse parce que pas forcément en bourse, mais en termes de faire évoluer l'écosystème, etc. Par exemple, Thales, il a tout un système qui s'appelle Citadel, je crois que c'est pour des communications, etc., qui est basé sur OVH Cloud. Donc je pense qu'il y a un certain intérêt de faire, un peu comme à l'époque, il y a eu un GPS européen, de faire un cloud français, quoi. Pourquoi pas, c'est une belle initiative. Hein. Après, je dis pas que ça va marcher ou quoi. Oui, mais, est-ce que ça va fonctionner? Mais il y a déjà, mais bon, si, c'est 2 boîtes françaises, EDF et Thales, qui misent dessus, quoi. Le problème du trio de cloud, c'est que c'est littéralement les trois mecs du GAFA, enfin les 3 entreprises du GAFA, qui sont américaines et les entreprises les plus puissantes du monde. Donc, si on peut avoir un cloud français, pourquoi pas? S'il tient la route, ça peut le faire. Puis n'empêche, grâce à Sandy, j'ai redécouvert que j'avais un VPS, du coup. En recevant le mail, VPS a brûlé. Merci. Merci de l'info. Mais en parlant de panne, Camille, il y en a eu une autre il n'y a pas longtemps, là. C'était il y a quelques mois, il y a eu une panne, alors je sais plus exactement, c'était pas ça, mais c'était par rapport au DNS, où c'est tous les DNS de Google et Facebook qui ont cramé. Ce qui fait qu'il n'y avait plus Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp, tous les réseaux sociaux pendant quasiment 5-6 heures. Ce qui est énorme pour une entreprise de cette taille, où tu te dis, normalement, ils sont pas censés tomber plus de, on va dire, 20 minutes. Oui. Et du coup, ça fait un peu... pas peur, mais tu te dis que, en fait, on dit que l'Internet est plus ou moins libre et décentralisé, mais en fait, les DNS tombent et il n'y a plus d'Internet. Et les DNS, c'est des endroits physiques. Il y en a, alors je sais plus comment c'est fait, j'avais appris en cours, ça a peut-être évolué, mais c'est des endroits dans le monde, il y en a peut-être une vingtaine, et si ça tombe, c'est fini, quoi. Donc, après, c'est pas le DNS cette fois, c'est un truc C'est un problème de mise à jour, je sais plus, c'était un truc par rapport au DNS, j'ai plus l'info. Mais c'était une énorme panne aussi, et là c'était au niveau mondial, c'est-à-dire que plus Facebook, Instagram, Twitter, plus rien marchait. Je crois ça reste des réseaux sociaux, tout le monde s'en fout, mais... mais ça génère des... Je crois que Zuckerberg, Facebook a perdu 7 milliards dans l'histoire. De pubs, ouais. Donc... Mais oui... Donc, ils s'en enlèveront. Non, mais c'est des réseaux sociaux, on s'en fout, c'est quand même 7 milliards de dollars. Ça va pas empêcher des gens de vivre, non. Oui, je sais pas. Enfin, si, je pense que ça a empêché des gens de vivre. Mais... Oui. Mais oui, c'était une sacrée panne aussi. C'est clair. On verra, du coup, on se retrouve l'année prochaine pour reparler un petit peu de tous ces sujets et voir si on aura peut-être de nouvelles pannes aussi qui vont arriver. Un Covid numérique. Un Covid numérique, oh non, mon Dieu. On va passer à un petit concours de fail de cette année. Donc, c'est le moment de me raconter vos meilleures anecdotes. Qui veut démarrer? Moi, je vais start. Alors, petite anecdote marrante. Enfin, plus ou moins marrante. Alors, c'était sur un de nos clients qui avait une appli chez un hébergeur.
Et en fait, on demande à l'infogérant de faire une action en pré-prod pour changer des droits d'un fichier ou d'un dossier, je me rappelle plus exactement. Et en fait, il comprend pas le pré-prod et il le fait en production. Et sauf que ça fait tomber l'application en production. Donc petite panique pendant une trentaine de minutes. Bon, ils ont été assez vite. Je les ai contactés. Ils ont été assez vite. En même temps, c'était leur faute. Hein. Ouais, mais pendant quelques minutes, j'étais un peu en sueur et. Le mec qui part en pause à midi. Ouais. Et en plus, non, c'était assez compliqué. Bon, ça s'est résolu, mais je me suis pas marré pendant une trentaine de minutes. Ouais. Bon stress. Ouais, c'est ça. Heureusement que c'était un midi. Je me suis dit, il y a pas beaucoup de gens qui utilisaient l'application, donc ça va, mais c'est jamais marrant. Non, c'est jamais drôle. Moi, j'en ai peut-être une à la rigueur. Bon, c'était pas moi directement, mais c'était sur un projet où c'est une plateforme pour mettre en relation des entreprises et des candidats pour recruter. Et en fait, leur base de données n'était pas encodée avec le bon encodage, ce qui fait qu'en fait, une personne a écrit un caractère en chinois dans la base de données, ce qui a complètement cassé la base de données, ce qui en fait, on n'avait plus accès à la plupart des fonctionnalités de l'application, parce qu'en fait, à chaque fois que la base de données faisait une requête, le caractère chinois, en fait, cassait tout. Et donc, ça avait absolument tout cassé, alors que bon, c'était juste un caractère chinois, donc voilà... Moralité, faites attention à l'encodage de vos bases de données. Comme quoi, possiblement des... Ça se joue à rien. Ça se joue à rien, ça se joue à un encodage. Ok. Philippe, t'as un fail à nous partager? Non, cette année, j'ai fait absolument 0 fail. On y croit, Tout était nickel. Jonathan, t'en as un, toi? Ouais, moi j'en ai un tout récent là, qui s'est passé dimanche dernier. C'était le matin, j'avais plus de batterie sur mon téléphone redémarre et j'ai plein de notifications qui apparaissent de Google Maps en disant que j'ai visité cet endroit, et j'ai la notification qui apparaît, j'ai visité mon ancienne boîte il y a pas longtemps. Je suis curieux, puis comme dirait Trio le matin, dimanche matin, tête dans le cul qu'une embrouillard, je clique dessus et je tombe sur les étoiles de notation. Et sans faire exprès, j'appuie sur une étoile et je quitte sans faire attention. Pour que ça n'enregistre pas. L'après-midi, je reçois un message via le formulaire de contact de mon club de BMX parce que je suis community manager et responsable com, du coup j'ai tous les mails, Je reçois un message de cette même boîte avec une mise en demeure disant que on a noté cette entreprise-là, on n'a aucune relation client et tout, faut qu'on arrête le bashing de l'association, et il nous met en demeure de 48 heures de supprimer le commentaire. Moi je comprends rien. Du coup, premier réflexe, je tape l'entreprise sur Google, et là je vois effectivement mon club, une étoile. Et, du coup, j'ai passé un quart d'heure, 20 minutes sur Google Maps et trouver comment supprimer la vie, parce que non plus je vais pas mettre 5 étoiles, faut pas abuser. Mais ouais, petit moment de panique, voilà. Donc Nicolas, si tu nous écoutes, je suis désolé. Et Google, s'il nous écoute, parce que je sais qu'il nous écoute quand même, faites un système un peu plus... Ah, c'est pas si simple de supprimer un commentaire. Faut aller dans le paramètre de Google Maps et tout. Ah oui. Enfin voilà. Moi, c'est pas facile, hein, Google Maps, les avis et tout. C'est le bordel. Ouais, c'est facile d'en mettre, mais facile à supprimer. C'est pas facile à supprimer. Oui. Bon, du coup, ça va, vous avez fait quelques fails, mais gentils quand même. Oui. On n'est pas sur des on n'est pas sur des grosses catastrophes. Nous sommes des professionnels quand même. Non. Tiens, on a bien essayé de l'incendie d'Axopone, mais ça n'a pas marché. Et vous êtes des professionnels des cadeaux aussi ou pas? Parce que moi, comme tous les ans, je suis à la bourre pour faire mes cadeaux. Et donc j'attends impatiemment ce podcast pour avoir des idées parce que j'ai des potes qui sont geeks et d'autres d'ailleurs qui sont moins geeks. Qu'est-ce que vous nous conseillez du coup comme cadeaux qui peuvent faire plaisir? Thomas, cette année, je pense qu'on peut retenter la PS5. On en parlait. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de pénuries, notamment de composants électroniques et de plastique, donc faut les acheter avant qu'il y ait plus rien. On en parlait l'année dernière, c'était déjà en pénurie, pareil pour les cartes graphiques. Du coup, après un an, c'est toujours le pareil. Cas. Mais il y a peut-être un peu plus de gens qui l'ont eu entre-temps. Donc achetez des livres, parce que c'est bientôt la pénurie de papier. Revenir basique, les petits caplas et tout. Il n'y a pas de jeux de société. Les jeux de société, ça marche toujours bien. Ouais, et puis il y a un vrai renouveau en plus. Ouais, cette année, même avec les bars à jeux qui... Ouais, moi j'en ai testé. J'ai testé ouais. les Aventuriers du Rail, c'est sympa. Ouais. Non, ils font des trucs bien. Ouais. Puis bon, ne pas oublier la chiffonnette Apple quand même. La chiffonnette Apple. La petite chiffonnette Apple. C'est une honte en vrai. J'ai pas suivi. Vous avez pas vu la chiffonnette Apple? La chiffonnette Apple qui coûte 25 €, qui a... Je sais pas ce qu'elle a de plus. C'est juste que si t'as un iPhone qui est avant 6S, elle n'est pas compatible du coup. Ah oui, t'as vérifié le téléphone. Nettoyer. Voilà.
Non compatible Bon, Android. si vous avez aussi. 25 € à investir dans une chiffonnette, Ouais, bah oui, vous oui. pouvez toujours. Après, ils avaient annoncé ça comme une On va démarche d'autres. entre guillemets écologique pour éviter de donner des chiffonnettes à tout le monde, même ceux qui n'en ont pas besoin. Après, est-ce qu'ils ont enlevé de 25 €, est-ce qu'ils ont réduit de 25 € le prix de leur iPhone? Je ne pense pas. Mais du coup, voilà, ils voulaient faire ça. En fait, c'est pareil, ils ont enlevé les écouteurs aussi parce qu'en fait, ils voulaient faire ça pour éviter de donner du matériel aux gens qui vont le jeter. Mais bon, le faire payer 25 € derrière, Ouais, non. voilà, Ça fait cher quand même. ils sont gentils, mais C'est un peu abusé quand même. Non, si moi j'ai une petite idée, c'est les charentaises. Les fameux chaussons, les chaussons. Non, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. J'ai vu une info. En plus, ils sont bon. Dommage, je propose ce cadeau, mais c'est impossible d'en commander. La vraie charentaise française, bah il y a une usine en France Charente. qui en fait. Bien vu, c'est solide. dans le nom. Et en fait, ils sont en rupture de stock et ils prennent plus de commandes depuis novembre, un truc comme ça. Donc, mais pour après c'est bien. Une fois l'hiver passé, avoir des petites charentaises pour bien tenir chaud, c'est pratique. Pour l'été, ce sera bien sur la plage. Juste pour toi, Antoine, tu sais qu'il y a des semelles connectées que tu peux mettre dans tes chaussures Ah bon Dans tes charentaises ou pas? pour mesurer ton activité. Je Ah me suis dit que ça te plairait. Et c'est quoi la différence avec une montre, du coup? Ah bah j'en sais rien, j'ai pas essayé, mais ça marche si Techniquement, tu veux c'est essayer. Tu mets pas une montre dans ta chaussure. Tu veux pas une montre dans ta chaussure, tu peux la mettre au pied. Moi, cette année, j'ai trouvé des trucs cool. C'est les chaussettes personnalisables. Où tu mets. Donc, moi, je pense. J'espère que mon frère m'écoute pas. Mais j'ai acheté ça pour Noël avec la tête de notre chat. Ça peut être trop non, drôle. c'est sympa ça. Jonathan, t'as des idées, toi? Non, après, ouais, si quelqu'un veut se mettre au sport. BMX. Non, il y a aussi BMX, oui, mais faut investir un petit peu. Non, si quelqu'un veut se mettre au sport un petit peu, faire du cardio et tout, en plus il y a Antoine qui est là, C'est vrai. on peut conseiller l'application Freeletics sur Android et iOS du coup. Des fois il y a des réductions, mais la plupart du temps elle coûte 35 € tous les 3 mois. Ouais, Et elle permet de faire des programmes de sport évolutifs, donc de tout type, brûlage de graisse, prise de masse et tout. Et c'est pas mal, elle est pas mal vraiment. On la conseille. C'est vrai qu'il a fait une propagande et j'ai cédé et je m'en sers. Donc, On vous l'avait dit, les développeurs sont aussi sportifs. certains développeurs sont sportifs. Donc ça peut être un cadeau à faire. Yes. Alex, t'as des idées, toi, de cadeaux? Bah moi j'en ai fait un à mon frère cette année. Si vous connaissez quelqu'un du coup qui aime les chaussures, qui a beaucoup de sneakers, bah moi j'ai acheté un truc pour nettoyer la sneakers. C'est une C'est une lingette Apple? C'est une lingette C'est un Nike. gadget, hein, mais c'est une brosse motorisée. Et en gros, tu nettoies ton truc, ta sneakers. C'est ça, c'est un vrai problème. Moi, c'est les sneakers blanches. Ouais, voilà. Ouais. Bah, par Parce que exemple. c'est très joli. En même temps, Mais ça dure 2 jours. faut pas les acheter l'hiver. Ça, c'est un moment. Parce qu'on voit le temps qu'il y a dehors, là, il pleut, donc. Pas terrible, terrible. Mais ouais, du coup, c'est une petite brosse et tout qui te permet Ouais, de... c'est une petite brosse, bah, c'est motorisé et tout. T'appuies sur le bouton et puis tu nettoies ton truc, tu mets ton produit et Trop bien. après c'est clean. C'est impeccable. Thomas, t'as d'autres idées ou... Moi j'en ai si tu veux. Hein. Le pauvre Thomas il est déjà passé. Allez, Je toi, vais donne laisser des la idées. place à Arthur. Trouve des idées, toi. Moi c'est plus un site que des idées, c'est Etsy. Donc c'est E-T-S-Y. Ouais, je connais. Et en fait c'est un site qui permet aux petits artisans, petits artistes de vendre leurs créations. Et donc il y a absolument tout ce qui existe sur Terre. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment avec des imprimantes 3D. Il y a beaucoup de petits trucs. C'est très joli. Et je trouve la recherche est vraiment très bien faite. Si par exemple vous connaissez quelqu'un qui aime, je sais pas, la couture, vous tapez juste couture et ça vous donne tout ce qui existe en rapport à ça. Si quelqu'un par exemple aime le BMX, vous tapez BMX, vous avez vraiment des petits hasard. vélos, des sculptures. Il y a vraiment tout. Et ça fait des très beaux cadeaux parce que c'est 99% du temps de la déco. C'est pas vraiment de l'utile. Oui. Ils font pas d'électronique ou quoi que ce soit. C'est vraiment souvent de la déco. Quoi qu'il y a vraiment il y a des très grosses choses, mais en général, c'est beaucoup de déco et que du joli. Et les prix sont vraiment accessibles, c'est très bien. Et en plus, vous aidez des artistes et des artisans, on va dire, indépendants, C'est beau. ce qui est une bonne chose. Et c'est vraiment très bien pour faire ces cadeaux. Voilà, il faut faire attention par de Noël parce qu'ils ont en général beaucoup de Beaucoup commandes. de Donc si commandes, vous ouais. voulez les avoir avant Noël, Dépêchez-vous. c'est ça. Et en plus, ils n'ont pas des stocks illimités vu que c'est fait main. Mais c'est vraiment très bien pour faire des cadeaux de Noël, on va dire personnalisés et uniques surtout. Non, c'est beau. Et ben, on va rester sur cette note pour la fin de ce Exactement. podcast. Note positive. Merci à tous du coup d'avoir participé à tous les podcasts cette année. C'était encore un plaisir de faire ça avec vous. Merci à Max
notre ingé du son quand même qui nous suit et Qui nous supporte. qui nous supporte surtout. Qui améliore le On matériel lui tous les fait 2 des mois. petits défis quand même. C'est clair, on n'est pas toujours facile à vivre. Et puis merci surtout à vous, tous les auditeurs et tout, de nous suivre. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des sujets que vous voulez qu'on traite sur l'année prochaine, etc. Ou si vous voulez venir participer aussi, ce sera avec grand plaisir. On vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, on se retrouve l'année prochaine pour des nouvelles aventures. Je suis obligé de la faire noyeux Joël. Allez, joyeux Noël. Et joyeux- Salut. Salut.